Bonjour à tous, bienvenue dans cet amphi du pôle numérique du Bougain. Donc, on est là tous ensemble pour vous présenter les études en biologie. Donc, je vais vous présenter les différents intervenants. Vous verrez qu'on a essayé de réunir des intervenants sur différents aspects de la biologie, de sorte que vous puissiez vous représenter un petit peu les cursus possibles en biologie. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter l'organisme qui organise cette conférence parce que c'est utile pour vous en tant que futur étudiant peut-être de l'université. Donc moi je suis Madame Dormocrage, je suis chargée d'orientation au sein de Cap Avenir. Cap Avenir étant le service d'information, d'orientation, d'insertion et d'entrepreneuriat de l'université. Alors ça veut dire quoi derrière ces grands mots? Ça veut dire que Cap Avenir est là pour organiser des manifestations à destination des lycéens pour leur faire découvrir les filières de l'université, mais Cap Avenir est là aussi pour conseiller, aiguiller, accompagner tous les étudiants de l'université tout au long de leur cursus universitaire. On est là pour les aider en cas sur la première année si besoin d'orientation ou de réorientation. On est là pour les aider dans le cadre de leur recherche de stage. On est là pour les aider dans leur recherche de job étudiant. On peut les aider également dans le choix de ce qui vient après le BUT ou après la licence. Donc, on est un service ouvert à tous les étudiants de l'université, qu'ils soient en licence, en BUT ou aussi à l'ESIAB, à l'école d'ingénieurs. Donc, je vais vous présenter, tout à l'heure, je vous montrerai peut-être le site de Cap Avenir pour voir les outils qui sont à disposition des lycéens, puisqu'on a toute une batterie d'outils à disposition des lycéens sur le site de Cap Avenir. Je vous montrerai ça en fin de séance. Et puis, je vais vous présenter nos différents interlocuteurs ce soir. Donc, Madame Pichavant, qui est professeure en physiologie à la faculté de sciences et qui va vous parler des études en licence de biologie. Ou plus exactement, elle vous donnera le nom précis parce qu'on ne dit pas licence de biologie, mais ça apporte un nom bien spécifique. Nous avons Madame Le Guen qui est enseignante, maître de conférence à l'IUT de Quimper et qui va vous parler du DUT génie biologique, ce qui va vous permettre de voir un petit peu les différentes études en biologie. Qu'est-ce que c'est qu'un BUT? Qu'est-ce que c'est qu'une licence? À quoi ça mène, vers quel métier ça peut mener, donc on va aborder un petit peu toutes ces notions. Et puis on a souhaité, et c'est la première fois qu'on le fait, on a souhaité avoir la présence aussi de l'ESIAB, qui est l'école d'ingénieurs, l'une des écoles d'ingénieurs qui se trouve sur le site du Technopole à Plouzané. Donc nous avons Margot Assad, j'espère que je n'ai pas écorché ton nom, et Monsieur Jean-Ny, qui sont respectivement en charge de la communication et en charge des enseignements et du recrutement de l'ESIAB, et qui vont vous parler des cursus, enfin de ce qu'il est possible de faire après une licence ou après un BUT à l'ESIAB. Donc l'idée, c'est que vous puissiez sortir d'ici en vous projetant sur des études en biologie, en ayant une idée un petit peu de ce que sont les études en biologie et puis de ce vers quoi ça peut vous mener. Nous aurons également tout à l'heure une étudiante en licence, en troisième année de licence, donc en L3, puisqu'on parle de BUT1, BUT2, BUT3 pour les 3 années de BUT, et on parle de L1, L2, L3 pour les 3 années de licence. Et donc, on aura tout à l'heure Emma, qui était étudiante en L3 et qui vous apportera son témoignage sur pourquoi elle a choisi les études en biologie, quels sont ses projets, qu'est-ce qu'elle envisage de faire en termes de master, en termes de métier. Et puis, elle vous parlera aussi de comment elle a vécu la transition entre le lycée et l'université. Qu'est-ce qu'elle a trouvé de compliqué, qu'est-ce qu'elle a trouvé de facile, qu'est-ce qui a pu l'aider. Donc, elle vous parlera de tout ça.
Donc l'idée étant de vous apporter aussi à la fois le témoignage des enseignants et puis le témoignage d'étudiants. Nous avons également Margot qui est étudiante en 3e année de licence de biologie et qui pourra également témoigner, répondre à vos questions. Voilà, elle est multicasquette puisqu'en plus d'assurer la prise de vue, elle peut nous apporter son témoignage. Donc, nous avons la chance de l'avoir. Vous pourrez en profiter. Voilà, je vous propose maintenant de laisser la parole à Madame Pichavant pour vous expliquer un petit peu les études en licence. Alors, n'hésitez pas, il va sans dire que vous êtes peu nombreux, donc c'est aussi l'occasion pour vous de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des interventions ou des témoignages. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter donc les études en licence en biologie. En fait, la licence de biologie, elle fait partie donc d'une mention qu'on va appeler sciences de la vie. Elle se trouve dans un département qui est le département de biologie. À la faculté des sciences et techniques, c'est juste de l'autre côté de ce bâtiment. La licence de mention sciences de la vie, donc elle se fait à l'UBO. Alors l'UBO, c'est une université de taille moyenne, donc c'est aussi l'intérêt de ce type d'université, puisqu'elle reste extrêmement proche de ses étudiants. Donc c'est globalement plus de 20 000 étudiants qui sont encadrés par 2300 personnels, que ce soit des enseignants-chercheurs ou du personnel d'appui à la recherche et à l'enseignement, ainsi qu'à l'administration. Au niveau de l'UFR Sciences et Techniques, donc c'est dans ce lieu qu'aura se mettra en place une licence de biologie, mention sciences de la vie. Donc c'est une UFR de taille moyenne, 3500 étudiants, et on a à peu près 1000 étudiants en biologie, tout parcours confondu, de la licence jusqu'au master, en intégrant le doctorat. La licence de biologie, elle commence évidemment donc après le baccalauréat. Donc après le baccalauréat, vous vous inscrivez si vous êtes intéressé donc sur Parcoursup dans cette licence mention sciences de la vie. Et la licence que l'on a à Brest, on verra tout à l'heure, elle a plusieurs parcours, mais elle a comme tous ces parcours comme point commun que ça reste une licence générale. Et l'objectif de la licence, c'est vraiment de poursuivre. De poursuivre soit vers un master, après la licence 3, et potentiellement un doctorat, soit de poursuivre avec des passerelles qui existent entre la licence et les écoles d'ingénieurs. Et l'ESIA, par exemple, est un exemple de passerelle possible entre notre licence et une école d'ingénieur, mais vous avez plein d'autres passerelles qui sont possibles. Donc l'objectif vraiment de cette licence, quand on s'engage dans ce cursus, c'est vraiment potentiellement de partir sur un bac plus 3 qui se poursuivra probablement par un bac plus 5, que ce soit master ou école d'ingénieur. Notre licence, comme toutes les licences, elle se fait sur 3 ans et nos années sont découpées en semestres. Le semestre qui va globalement de septembre à début janvier et puis le semestre qui va de janvier au printemps. Vous avez 2 semestres par an et à chaque semestre, vous créditez des crédits et vous créditez donc 60 crédits par an qui vous permettent, si vous les obtenez, de valider votre première année, puis la deuxième, puis la troisième. Chaque unité d'enseignement, chaque cours qui sont dispensés, le sont sous 3 grands formats. On a des cours magistraux qui se font donc en amphithéâtre où toute la promotion est présente. Des travaux dirigés qui se font avec un maximum de 40 étudiants dans la salle et un enseignant présent. Et puis des travaux pratiques qui se font avec un maximum de 20 étudiants cette fois-ci dans la salle pour nous et un enseignant donc pour 20 étudiants. Si on regarde un petit peu le prorata sur la licence, les cours magistraux, c'est 1/3 à peu près de l'enseignement, les 2 tiers suivants étant souvent de travaux dirigés ou de travaux pratiques, donc en plus petits groupes. Les promotions complètes, elles ne se trouvent que dans la partie cours magistraux. Tout au long de la licence, l'équipe pédagogique qui a monté cette licence, elle a souhaité une spécialisation progressive, donc ça permet des passerelles entre les différents parcours de la licence tout au long de cette licence. Et l'étudiant va se spécialiser petit à petit, et il va se spécialiser aussi en fonction de ce qu'il souhaite faire après. Quel master, dans quel domaine il souhaite intégrer les masters, quelle école d'ingénieur il souhaite par exemple intégrer.
En parallèle de notre licence mention sciences de la vie, on a la possibilité de s'inscrire en LAS pour les étudiants qui souhaitent, au cours de cette licence, rejoindre le parcours médical. Et il y a plein de passerelles qui existent entre la licence de L3 et les écoles d'ingénieurs, entre nos différents parcours de licence, vers le cursus médical. Il y a plein de possibilités qui s'offrent aux étudiants au fur et à mesure de leur avancée en fait, dans cette L1, L2, puis L3. Au niveau de l'organisation de l'année universitaire, si on regarde un petit peu, donc on va commencer la rentrée, on commence début septembre, tout début septembre. Ça commence par une semaine dans laquelle il y a des journées d'accueil qui sont dédiées pour présenter l'UFR Sciences, les différents services de l'UFR, les différentes matières, les différents parcours, pour se projeter aussi dans la suite de ses études, pour présenter les services d'appui. Donc il y a plusieurs journées qui sont dédiées aux étudiants pour présenter l'ensemble le sport, tous les éléments auxquels on peut accéder à l'université. Pour les étudiants qui rentrent en L1, là aussi, pour faciliter la transition entre le lycée et l'université, on va avoir des partiels de mi-semestre. Il y aura en fait ici, donc c'était le calendrier de l'année dernière, de cette année, en 2024-2025. Donc il y a eu au mois d'octobre en fait des partiels de mi-semestre qui permettront à l'étudiant de voir un petit peu est-ce que ma méthode de travail est adaptée, où est-ce que j'en suis en fait par rapport à ma transition lycée-université. Et puis le semestre se poursuit et puis on arrive sur les semaines d'examens terminaux qui ont lieu cette année juste avant les vacances et qui viennent clôturer le premier semestre. Les étudiants partent ensuite en vacances et puis rejoignent à nouveau les bancs de l'université pour leur deuxième semestre, puisque je démarre à partir du 1. On va rendre, donc ils auront leurs résultats évidemment de semestre et puis leurs examens terminaux se feront au mois de fin avril ou début mai pour cette année. Donc on a des examens terminaux, mais on a également plein de contrôles continus. C'est-à-dire de septembre jusqu'au mois d'avril, en fait, l'année est parsemée de contrôles continus dans toutes les disciplines, avec des comptes rendus de travaux pratiques qui sont à rendre, avec un petit contrôle continu, pas petit d'ailleurs, un contrôle continu en travaux dirigés sur ce qui a été vu précédemment, etc., etc. Donc à la fin, en fait, il y a des examens terminaux qui viennent clôturer un semestre. Et puis en plus, tout au long du semestre, il y a du contrôle continu qui vient là aussi pour que les étudiants se mettent sur un rythme de travail et puis viennent continuent à travailler régulièrement, parce que c'est un petit peu la clé, c'est ce travail régulier qui sera la clé, et donc le contrôle continu participe en fait à la mise en route d'un travail régulier. En termes de présence, la présence aussi aux travaux pratiques est obligatoire, donc elle est vérifiée. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un appel qui est fait à chaque séance de travaux pratiques, et dans certaines matières, appel qui sera également fait aux séances de travaux dirigés. Au niveau de notre licence, donc si vous souhaitez intégrer donc, la licence de biologie, sur Parcoursup, les étudiants vont s'inscrire en fait dans le portail qui s'appelle le portail BCPG, qui est pour biologie, chimie, physique et géologie. Et ils prendront dans ce portail, qui est un portail commun en fait à l'ensemble de ces disciplines de sciences et techniques, ils prendront le portail BCG pour biologie, chimie et géologie. Donc la première année, en fait, pour les étudiants qui ensuite vont rentrer dans la licence mention sciences de la vie, la première année, elle est commune, avec quelques petites exceptions. À l'issue de la première année, on demandera aux étudiants, donc une fois qu'ils ont validé évidemment le préalable, on demandera aux étudiants de se positionner sur, pour l'instant je ne vais vous parler que de ces deux parcours-là, sur deux parcours possibles. Le premier qui est le parcours biologie des organismes et environnement, pour BOPE, et le second pour biologie cellulaire, moléculaire et physiologie. Et chaque étudiant qui aura validé son année d'option biologie, chimie, géologie pourra intégrer soit le parcours biologie-environnement, soit le parcours plutôt biologie cellulaire, moléculaire et physiologie. Là encore aussi en fonction un petit peu de la projection qu'il a vers les masters, ce qu'il souhaite faire en fait après la licence. À côté de ces deux parcours qui sont accessibles à partir du moment où on a validé son moyen, on propose un troisième parcours qui est le parcours BCMP pluridisciplinaire. C'est un parcours qui est un parcours pour le coup sélectif,
qui s'appuie sur la licence en fait, de biologie cellulaire moléculaire et physiologie, mais qui présente en plus des matières supplémentaires. En mathématiques, avec un programme de mathématiques, un programme en informatique, en physique et en chimie. Et là, le programme de mathématiques, de physique et de chimie va être déployé sur l'ensemble de la licence, L1, L2, L3. Et c'est un programme qu'on a voulu relativement proche du programme de classe prépa, mais étalé en fait sur les semestres avec tout un rythme de licence cette fois-ci. Ce parcours pluridisciplinaire, il est destiné à des personnes qui, évidemment, souhaitent faire de la biologie, mais qui ont une appétence en fait pour les disciplines comme les mathématiques, comme la physique, et qui souhaitent en particulier donc intégrer certains masters, mais aussi des écoles d'ingénieurs. C'est un parcours qui est sélectif, on a 20 places ouvertes et c'est la première année, là, il va apparaître sur Parcoursup. La première année, il va apparaître sur Parcoursup avec la petite mention pluridisciplinaire à côté du portail BCG. À l'issue donc de ces trois parcours, les étudiants, donc une fois que la licence est évidemment validée, il faut valider tous les ans sa licence pour pouvoir accéder à l'année suivante, et on valide à 10 dans le disciplinaire. Une fois que, et dans le transversal, mais ça je vous en parle après. Donc on valide son année de licence et puis on peut après postuler sur les masters ou les groupes. Je vous ai mis un tout petit peu, mais je ne vais pas en parler très longtemps, mais juste pour vous montrer en fait un petit peu le programme que l'on peut avoir. Donc on a une première année qui est commune à tous les étudiants, quel que soit le parcours qu'ils vont choisir ensuite. Et la première année, elle reste relativement générale, en particulier au niveau du premier semestre. Parce que la biologie, qui finalement sera une seule UE, quand on parle de biologie ou de sciences de la vie, derrière, en fait, on parle aussi de chimie. On parle aussi de physique, parce qu'il y a plein de mécanismes en fait, qui sont sous-tendus par la physique et par la chimie, puis on parle aussi un petit peu de mathématiques, mais on ne les a pas, il n'y aura pas au premier semestre. Donc on a souhaité, là encore, que le portail soit très général pour qu'on couvre un peu l'ensemble des champs disciplinaires. Et les étudiants vont commencer vraiment à se spécialiser en biologie à partir du deuxième semestre. Là, on va retrouver une déclinaison de plein de sous-disciplines de la biologie. C'est vrai qu'au lycée, souvent, on va parler de sciences de la vie, puis ça regroupe pour nous tout un tas de disciplines. À partir en licence, la biologie animale va être une discipline toute seule. La biologie végétale, ce sera une discipline toute seule. La physiologie végétale sera une discipline toute seule. La physiologie animale sera une discipline toute seule. La génétique va devenir une discipline toute seule. Et on aura en fait dans toutes ces disciplines de la biologie ou de ces sous-disciplines des sciences de la vie, on aura en fait un programme qui sera conséquent et on va aller vraiment fouiller la biologie animale, la biologie végétale, etc. Les mathématiques, on les a déportées au semestre 2 parce que les mathématiques restent importantes en biologie. Ce n'est pas un niveau de mathématiques avec les mathématiques complémentaires de terminale, le niveau de mathématiques est tout à fait opérationnel, mais en tout cas suffisant pour poursuivre en biologie, mais il y a quand même un peu de mathématiques en biologie. Et puis il peut y avoir des mathématiques très poussées, selon ensuite les disciplines vers lesquelles on s'oriente. Évidemment, beaucoup de pratiques expérimentales, on a même une UE qui est dédiée uniquement à ça, parce que la biologie, c'est une science expérimentale, donc on aura plein de travaux pratiques tout au long de l'année. Vous avez ici, juste pour vous montrer, c'est le même type d'un étudiant qui est présent donc en L1. Alors c'était en 2022, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis. Donc il va y avoir des cours magistraux, où là il y aura l'ensemble des étudiants qui auront lieu en amphi, par exemple. C'est ce que vous allez avoir ici en vert. Vous avez ici le cours magistral qui sera ici donc en amphi pour la chimie générale. Il y a plein d'yeux, parce que comme ils sont nombreux, en fait, on divise en 2 amphis. Si on ne soit pas trop nombreux en amphi, le cours est dupliqué. Et puis à côté de ça, il y aura donc, vous aurez par exemple un autre cours en amphi ici, de physique. Et puis vous allez pouvoir avoir, par exemple, si je prends ici, le groupe 2, c'est-à-dire le groupe de TD, 40 étudiants en biologie végétale le mardi après-midi. Donc en fonction des semaines, en fonction de l'avancée dans le semestre, on oscille entre 20, 25, avec des pics à 30 heures de cours par semaine. Voilà. Une diapo qui ne passe. En A2, donc on va choisir un parcours. Donc on a 2 grands parcours. Le parcours BOPE pour
organisme et environnement. Donc, il va s'adresser à tous les étudiants qui souhaitent ensuite postuler sur des masters, des écoles dans lesquelles l'écologie, l'environnement va être important. Donc, des étudiants qui s'intéressent aux écosystèmes, au fonctionnement des espèces au sein des écosystèmes, aux populations d'organismes au sein de ces écosystèmes. Donc, on est plutôt sur la partie organisme-population. À côté de ça, on a cette licence BCMP ou le parcours BCMP Pluri, qui, elle, en fait, est beaucoup plus au niveau cellulaire, au niveau génétique, au niveau de la molécule, au niveau de la biochimie. Donc, on va vraiment regarder l'organisme par la petite lorgnette, on va vraiment s'intéresser à la cellule, et puis à l'organisme, on va s'arrêter quasiment à l'organisme. L'autre parcours, il regarde de l'environnement vers l'organisme, et ce parcours-ci, il part du gène, de la cellule, et il va aller juste, il va s'arrêter en fait à l'organisme. Donc on est beaucoup axé en fait sur la partie un peu santé. Si on résume, c'est écologie, environnement d'un côté, et puis santé, biologie, santé de l'autre. Voilà, c'est un peu les deux grands axes de ces deux parcours. Au niveau des programmes, du coup les programmes sont déclinés, je l'ai tapé, je suis passée mon diapo. Les programmes donc, sont déclinés bien évidemment en fonction de l'optique de ces deux licences. Donc vous allez retrouver, si on regarde rapidement, donc vous allez retrouver donc, un semestre 3, donc là on est sur le BOPE, un semestre 4, un semestre 5, un semestre 6, et sur cette licence, on va retrouver de la biologie des populations et des écosystèmes, vous allez retrouver de l'écologie et beaucoup de terrain, donc il y aura des sorties de terrain, puisque l'environnement, l'écologie, ça se fait aussi sur le terrain, donc les étudiants partiront avec leurs enseignants sur le terrain pour apprendre, pour connaître les écosystèmes, pour savoir quelles techniques d'études on peut mettre en place sur les écosystèmes, etc., etc. Ils feront un petit peu de biochimie quand même, un petit peu de base moléculaire, mais on va vraiment rester à l'échelle plus de la population et de l'environnement. La licence BCMP, elle est beaucoup plus axée, et c'est ce que vous voyez ici, je vous donne quelques exemples. On retrouve toutes les disciplines qui sont déclinées sur les différents semestres. Si on s'adresse juste à quelques exemples, on va retrouver beaucoup de génétique, de la bioinformatique, de l'analyse fonctionnelle des génomes. Donc on va vraiment rester à l'échelle plus de la cellule dans son environnement, mais là l'environnement, ça va être l'organisme. On n'est pas à la même échelle au niveau de l'environnement. Et le BCMP Pluri, qui lui est un parcours un peu particulier, qui s'intéresse vraiment à la partie cellulaire également, à la cellule dans son environnement, et sur lequel on ajoute à chaque semestre des mathématiques et de l'informatique. On va rajouter de la chimie et de la physique à chaque semestre, qui viennent un petit peu en plus des disciplines qui sont uniquement réservées à la filière BCMP. En plus de tout ça, si vous avez regardé, vous voyez que ici, pour chaque semestre, en fait, vous avez un petit bloc transversal qui vient un peu partout. Et à chaque semestre, en plus des disciplines scientifiques, on vient ajouter de l'anglais, puisque l'anglais, c'est la langue de la science. Donc, c'est en anglais qu'on communique lorsqu'on parle de science. On a de la communication, parce que c'est important d'apprendre à communiquer aussi avec les autres dans sa vie, et en particulier dans sa vie professionnelle. Et puis, en fonction, il y a des certifications qui se mettent en place. Mais on a aussi, au-delà des sciences, on apprend aussi aux étudiants à faire un CV, une lettre de motivation, à trouver un stage, etc. Et c'est là que viennent toute cette partie transversale est extrêmement importante et vient en plus apporter des compétences autres aux différents études. Un stage aussi sera obligatoire pendant la licence pour valider en fait ce qu'on va appeler l'expérience professionnelle. Alors ça prend différentes formes, mais l'objectif c'est de valider ce qu'on appelle une expérience professionnelle en lien avec cette licence. Quand on est étudiant, en fait, c'est pas que des études. Alors évidemment, il faut travailler, bien évidemment. Mais quand vous êtes étudiant, l'intérêt aussi, étudiant à l'université, par le bio, mais c'est pas le bio, vous avez accès à tout un tas d'autres services qui viennent en fait autour de l'étudiant et qui sont vraiment là pour aider l'étudiant. Alors vous avez ce qui vous a été présenté tout à l'heure, Cap Avenir, qui est un outil qui va vous aider aussi dans votre orientation, dans vos choix plus tard, mais vous avez aussi plein d'associations étudiantes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider. Vous avez un service au niveau sportif qui est accessible avec des dizaines de propositions qui sont là, et c'est en accès, vous pouvez accéder à n'importe quelle discipline. Vous avez évidemment un service de médecine préventive et un service social en cas de difficulté, si vous êtes malade, etc., etc. Donc autour en fait juste des cours,
vous avez tout un tas de services d'appui qui sont vraiment là pour aider les étudiants et que les étudiants peuvent évidemment, qu'il faut utiliser, hein, parce qu'il faut vraiment les utiliser, ils sont vraiment là pour ça, et ils le font d'ailleurs très très bien. Alors, juste pour vous finir, hein, et pour ne pas prendre trop de temps, après la licence, la question c'est toujours qu'est-ce qu'on fait après ce type de licence, hein, que devient-on une fois qu'on a fait une licence qui reste une licence générale. L'objectif, c'est vraiment de poursuivre vers un master ou une école d'ingénieur. Après, on peut aussi se réorienter hein, vers d'autres cursus, il n'y a pas non plus que les masters ou les écoles d'ingénieurs, mais c'est un peu la voie classique. Donc, si on prend la dernière enquête de l'Observatoire sur un temps long, puisque c'est un suivi, un observatoire, je ne sais plus si ça s'appelle toujours l'observatoire, mais c'est toujours l'observatoire. Donc, on met en place en fait un suivi de nos étudiants, une fois qu'ils sont partis, hein, après leur licence par exemple, avec un suivi à 6 mois, 18 mois, 24 mois, enfin, des cas de suivi. Donc les étudiants répondent ou pas. Et donc là, vous avez sur la promotion 2022-2023, là où on avait le plus de recul hein, pour cette promotion-là, donc on a pris les chiffres, avec donc, des chiffres qui datent du 15 mars 2024, des étudiants qui sont sortis plus d'un an avant. Vous avez donc un taux de réussite en fonction des licences hein, qui est de 91%, 74% ou de 90%, mais sur 12 étudiants, pourcentage, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, c'est un étudiant et c'est un cas particulier, sinon c'était 100% de réussite ici. Donc on est sur des taux de réussite en fonction hein, des licences qui avoisinent les plus de 80% si on fait une moyenne. Et vous avez ici la poursuite hein, d'études de nos étudiants qui évidemment ont réussi. Donc 88% hein, des étudiants sont en master 1 sur les gens qui ont répondu. Évidemment, les pourcentages sont calculés sur les répondants. Donc en master 1 principalement, on retrouve ici donc, des écoles d'ingénieurs pour certains d'entre eux, avec 11% qui sont ici en école d'ingénieurs, et majoritairement notre grand débouché, ce sont les master 1, avec une partie de nos étudiants qui partent ensuite vers les écoles d'ingénieurs. On a un taux d'insertion hein, qui est extrêmement bon sur des masters et ou des écoles d'ingénieurs après la licence, sur évidemment les étudiants qui ont été admis à la si vous additionnez, hein, ça vous fait 2 plus 3 plus 3. Et là, ce sont des étudiants qui se sont réorientés, hein, qui ont recommencé une autre licence pour diverses raisons. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça viendra peut-être après. Donc, je vous propose que nous passions la parole à Madame Le Guen, qui va vous présenter les études en BUT Génie biologique. Alors. Ouais. Alors, si on met en diapo, ça enlève sur la visio. On n'avait pas de questions sur en visio? Donc, bonjour, donc, je m'appelle Valérie Le Guen, je suis enseignante de chimie à l'IUT de Quimper dans le BUT Génie biologique. Donc, je suis là pour vous parler du BUT, Bachelor universitaire technologique, qui est donc enseigné, en fait c'est un diplôme que l'on passe au sein des IUT, donc en l'occurrence ici l'IUT de Quimper, qui fait partie de l'université de l'UB. Alors, le BUT, c'est un diplôme, une poursuite d'études qui est envisageable aussi bien pour les bacs technologiques et que pour les bacs généraux. Donc pour les bacs technologiques, essentiellement des bacs STL, et pour les bacs généraux, bien essentiellement des étudiants qui ont choisi les spécialités scientifiques. Alors, à Quimper, on a 2 parcours. On a le parcours SAB, Sciences de l'aliment et biotechnologie, et le parcours BMB, Biologie médicale et biotechnologie. Alors, donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, le BUT, c'est un diplôme qui se passe en 3 ans, qui vous permet d'obtenir un grade licence. C'est un diplôme aussi qui est sélectif, c'est une poursuite d'études, une voie d'études sélective qui va se faire via Parcoursup. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les BUT
on demande en fait de recruter 50% de bacs technologiques et 50% de bacs généraux. Donc, comme je vous le disais, en génie biologique, c'est essentiellement des bacs STL, un petit peu de bacs STAV, mais il faut vraiment que ce soit de très très bons dossiers. Et donc pour les bacs généraux, eh bien, ceux qui ont des spécialités scientifiques. C'est comme ça que se fait le choix. Alors, quand même, il faut savoir que dans le parcours BMB, donc médical, on arrive à avoir cette proportion 50-50. Dans l'autre parcours, le parcours SAB, il y a très peu finalement de bacs technologiques qui candidatent chez nous. Donc en fait, c'est majoritairement des bacs généraux qui sont dans ce parcours-là. Voilà. Alors, on ouvre 130 places chaque année, donc 65 places en BMB et la même chose en SAB. Cependant, sur Parcoursup, si vous candidatez, c'est un vœu pour chaque parcours. Si vous candidatez en génie bio BMB à Brest et en génie bio BMB à Quimper, ça vous fait des sous-vœux. En revanche, si vous choisissez donc à Quimper un vœu BMB et un parcours BMB et un parcours SAB, c'est 2 vœux. Voilà. Alors, comment se fait la sélection sur Parcoursup? Donc, c'est essentiellement les résultats scolaires. On va regarder, donc c'est une commission d'enseignants qui se réunit. Donc, on va regarder les notes dans les spécialités scientifiques. On regarde aussi les notes en français parce qu'un niveau correct en français est demandé, donc avec une capacité à analyser des documents, une capacité à s'exprimer à l'oral, à s'exprimer à l'écrit, donc ça c'est important. Le niveau d'anglais, comme disait Madame Pichavant, c'est indispensable d'avoir un niveau correct en anglais pour faire des études scientifiques, pour pouvoir lire des articles, des revues qui sont en langue anglaise majoritairement. Et puis on regardera aussi votre projet motivé. Donc le projet motivé, il ne faut pas le négliger, notamment si le dossier est peut-être un petit peu plus moyen au niveau des résultats scolaires. Voilà, il faudra mettre en avant que vous êtes intéressé à notre formation et que pourquoi pas vous avez déjà un projet soit de poursuite d'études, soit professionnel après la formation. Voilà, donc il ne faut pas négliger ce projet motivé. Donc le BUT, c'est un bac plus 3. C'est un diplôme qui est professionnalisant. Donc ça veut dire qu'à l'issue de ces 3 années, vous obtenez un diplôme qui vous permet de rentrer sur le marché du travail, de devenir technicien de laboratoire. D'accord ? Cependant, il faut quand même le préciser, une poursuite d'études est tout à fait envisageable. Si vous voulez poursuivre en master, en école, c'est quelque chose de tout à fait possible et même très courant, puisque aujourd'hui, plus de 70% de nos étudiants poursuivent leurs études. Très peu décident finalement de rentrer sur le marché du travail. Alors, la particularité du BUT, c'est d'avoir un enseignement qui s'articule autour de mise en situation professionnelle. Ça reste un diplôme, j'insiste, professionnalisant. Donc il y a énormément de travaux pratiques. Les travaux pratiques, c'est 50% de notre enseignement. On va aussi proposer des projets, donc c'est sous la forme de SAE, situation d'apprentissage et d'évaluation, c'est-à-dire qu'on va mettre les étudiants en situation professionnelle avec, par exemple, un protocole à réaliser, des résultats à rendre et un compte-rendu également à restituer dans un contexte qui reste vraiment professionnel, vraiment comme il pourrait le faire dans un laboratoire. On a à disposition des équipements qui sont performants, donc des laboratoires qui sont très équipés avec, on va dire, des automates qui sont les mêmes que ceux qu'on peut retrouver en industrie, en laboratoire industriel ou en laboratoire hospitalier, médicaux. On a une halle de fabrication, donc pour suivre un process du début jusqu'à la fin.
On a aussi donc des espaces de langue et espaces informatiques. Voilà. C'est professionnalisant aussi parce qu'on propose de grandes périodes de stage. Donc sur les 3 ans, il y a 26 semaines de stage obligatoires, donc 10 à 12 semaines en 2e année et 14 semaines en 3e année. Et puis, c'est la possibilité aussi de faire de l'apprentissage dès la 2e année, pas la première année. C'est dès la 2e année, donc sur le parcours SAB, on peut commencer en 2e année, poursuivre en 3e année, mais ne commencer aussi qu'en 3e année. Et en BMB, par contre, là, ça commence uniquement qu'en 3e année. Alors, donc moi aussi, je vais vous montrer un emploi du temps un peu type. Alors, il y a des choses qui ressemblent avec ce qu'on peut retrouver, évidemment, à la fac de sciences. Donc ça, c'est un emploi du temps type. Donc pareil, on a 3 types de cours. On a des cours magistraux qui réunissent l'ensemble de la promo, donc 130 étudiants en amphi. On a des travaux dirigés, donc nous, c'est des groupes, c'est des séances d'exercice. C'est des groupes de, on va dire, 24 à 26 étudiants. Et les travaux pratiques, des petits groupes de 12 à 13 étudiants. Alors, les cours magistraux, c'est le matin de 8h à 9h et l'après-midi de 13h30 à 14h30. Parce qu'ensuite, nos étudiants partent en TD ou en TP. Alors, le TD, c'est formaté à 1h30 et les TP, selon les matières, ça peut être 1h30, mais souvent, c'est 3 heures de TP. En première année et en 2e année, c'est 4 heures de TP. Voilà. Donc, ça occupe tout le reste de la matinée ou de l'après-midi. Alors là, vous pouvez voir, par exemple, il y a aussi des intervenants extérieurs qui vont intervenir sur des sujets, on va dire, plus ciblés, plus professionnels. Comme par exemple, là, dans l'exemple, c'est un médecin qui intervient sur le diagnostic médical. Sur cet emploi du temps, vous pouvez voir aussi qu'il y a des créneaux qui sont réservés, enfin pas réservés, mais qui sont occupés par les contrôles. Donc on fonctionne qu'en contrôle continu, donc je vais y revenir juste après. Donc au cours des semaines, il peut y avoir 1, 2 contrôles. On évite d'en mettre trop dans une même semaine. Et donc, comme à la fac de sciences, on a aussi tout un bloc d'enseignements transversaux, donc la communication, l'anglais, l'informatique. La communication, c'est ce qui va remplacer finalement un petit peu le français au lycée, donc à savoir apprendre à faire le CV, la lettre de motivation, mais aussi faire de l'analyse de documents, préparer des oraux, préparer un entretien d'embauche, un entretien de stage, et puis voilà. Donc l'anglais, oui, je crois que j'en ai parlé aussi, et l'informatique. Donc, on fonctionne en contrôle continu, donc ça veut dire que pour chaque discipline, il va y avoir plusieurs évaluations, il va y avoir un DS, un contrôle sur table, plusieurs contrôles sur table parfois, tout dépend. Il peut y en avoir un à la Toussaint, un autre au moment de Noël, par exemple, sur le premier semestre. Et puis, ça va être ponctué aussi par exemple, des épreuves pratiques, par le fait que chaque fois que vous avez TP, vous allez réaliser un compte rendu qui sera noté, ça fera partie aussi de la note finale. Vous pouvez aussi avoir des séances, des oraux. Par exemple, en physique, ça peut être devant un petit jury d'enseignants, présenter un automate, à quoi ça sert, comment, quels résultats on va obtenir, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat, comment interpréter tout ça. Donc, c'est présenté devant un petit jury d'enseignants. Et dans la note, il y a aussi des bonifications. Alors, les étudiants ont la possibilité de faire du sport avec l'université, donc ça va apporter aussi, s'ils sont assidus dans leur activité sportive, ça va apporter une bonification sur leur note. C'est pas énorme, mais voilà, ça permet de gagner quelques, peut-être, demi-points par-ci par-là. Sur un semestre, on va dire. La LV2 aussi, l'espagnol, l'allemand est proposé. Et puis, là, je ne l'ai pas mis ici, mais le fait aussi de participer à des actions de communication, comme par exemple les salons,
les portes ouvertes. Ça aussi, c'est bonifié pour les étudiants. Alors, les stages. Donc, comme je vous le disais, on a de longues périodes de stage, 26 semaines sur les 3 années. Donc, c'est possible de faire 2 semaines de stage en première année, mais ça, c'est facultatif. Sinon, il y a un stage de 10 à 12 semaines en deuxième année et 14 semaines en troisième année. Donc, à chaque fois qu'il y a un stage, l'étudiant va fournir un rapport de stage, sera noté, et fera une soutenance orale devant un jury d'enseignants. Alors, pour cette recherche de stage, les étudiants sont accompagnés. Il faut savoir qu'on a quand même tout un listing en fait, de laboratoires ou d'industriels qui reçoivent régulièrement nos étudiants. Donc, on fournit en fait ce listing aux étudiants de façon à ce qu'ils puissent candidater. Donc, ça les aide un petit peu. On a aussi des partenaires à l'étranger qui reçoivent qui proposent des stages chaque année, hein, et on a donc le système, les relations internationales à l'IUT, donc le service des relations internationales qui aide les étudiants dans leur démarche de recherche de stage à l'étranger. Donc on a des partenaires beaucoup en Espagne, au Québec. Alors il faut savoir qu'au Québec, on a aussi la possibilité d'envoyer nos étudiants pour un semestre complet. Donc ils vont aller à l'université à la faculté pour valider leur semestre et puis faire un stage dans la foulée. Voilà. Donc ce n'est pas les mêmes cours que ceux qu'il y a à l'UT de Quimper, évidemment, mais il y a comme une équivalence finale. Voilà. Alors, il y a aussi donc la possibilité de faire de l'alternance. Donc ça, c'est possible dès la 2e année en SAB et 3e année en BMB. Donc c'est une expérience en tant que salarié. Donc ils sont rémunérés, ce qui permet de financer les études, hein, d'aider un petit peu les parents aussi dans ce financement. Donc il faut savoir que les étudiants qui choisissent l'alternance, c'est souvent parce qu'ils ressentent le besoin de mettre en pratique ce qu'ils voient en cours à l'IUT. Ils ont besoin de rendre leurs études concrètes. Voilà. Nos étudiants, quand ils arrivent dans les laboratoires, dans les entreprises, ils ne sont pas perdus finalement parce qu'ils connaissent le matériel, ils connaissent les procédures. C'est le même matériel qu'on a à l'IUT. Donc quand ils arrivent, ils sont déjà très à l'aise. Et donc c'est un gain de temps pour celui qui embauche et puis c'est très rassurant pour l'étudiant. Alors, je vais maintenant vous parler un peu plus en détail de chaque parcours, SAB et BMB. Donc, le parcours SAB, Sciences de l'aliment et biotechnologie, donc c'est un parcours qui permet d'obtenir un diplôme pour devenir technicien de laboratoire ou assistant ingénieur. Donc, ça permet de travailler dans différents services au sein d'un laboratoire ou d'une industrie, donc dans un service de production, de contrôle et de qualité, ou dans un service recherche et développement. Donc, cela permet donc de travailler soit dans l'industrie des bioproduits, donc sous le terme bioproduits, ça peut être aussi bien les aliments, les produits cosmétiques, pharmaceutiques ou biotechnologiques. Ce parcours permet aussi d'accéder donc au laboratoire de contrôle et d'analyse, hein, contrôle de l'eau, des aliments, voilà, et aussi aux instituts de recherche comme le CNRS, le CERN. Donc évidemment, pour accéder à ce diplôme, il y a des matières qui sont indispensables, comme par exemple la physique industrielle, qui permet de comprendre le fonctionnement des automates. Le génie industriel, donc là c'est pour comprendre les différents process, comme la congélation, le séchage, l'encapsulation, etc. Vous allez aussi avoir donc tout un bloc de chimie et de microbiologie donc, pour assurer tout ce qui est contrôle qualité des bioproduits. Donc en chimie, ça va être davantage le contrôle, l'analyse nutritionnelle, et en microbiologie, donc le contrôle sanitaire.
Et puis donc tout un bloc plus en lien avec la recherche et le développement, où vous allez avoir de l'analyse sensorielle, de la nutrition, de l'innovation et du développement durable. Donc voilà, donc ça ce sont les blocs principaux d'enseignement. Et à côté de ça, vous allez avoir des matières transversales, comme je l'ai dit tout à l'heure, anglais, communication, informatique, des maths, mais des maths très appliquées, c'est des statistiques. Et puis fin de deuxième année et fin de deuxième année et troisième année, vous allez retrouver des matières comme la gestion de projet ou le management pour apprendre à gérer une équipe. Voilà. Alors les stages qui sont visés donc dans le parcours SAB, ce sont donc dans des services, comme je le disais tout à l'heure, de production, de contrôle qualité, analyse contrôle qualité ou recherche et développement. Donc ça peut être dans des entreprises alimentaires, agroalimentaires, comme par exemple ENA, Filet Bleu, Entremont, qui reçoivent régulièrement nos étudiants, mais aussi des entreprises, enfin des industries cosmétiques, comme Tech Nature, Patrick en Brest. On va aussi donc, nos étudiants vont aussi régulièrement dans des laboratoires d'analyse des eaux, des aliments comme LabOCA ou UpScience, voilà, Prescalia également, ou alors donc des stages en recherche plus appliqués ou fondamentales, donc comme je disais tout à l'heure au CNRS ou à l'INRA. Donc ça, ce sont des partenaires de stage, on va dire, réguliers. Alors, pour le parcours BNB, donc moi j'interviens surtout dans le parcours SAB, donc je vais quand même dire un petit mot sur le parcours BNB, qui est d'ailleurs très demandé. Donc pareil, là, l'objectif c'est de former des techniciens de laboratoire ou assistants ingénieurs pour travailler donc en laboratoire médical ou laboratoire vétérinaire, mais aussi donc dans des instituts de recherche publique ou des industries pharmaceutiques ou biotechnologiques. Donc là, pareil, il faut, on va dire, plusieurs blocs d'enseignement pour valider ce diplôme. Donc il va y avoir donc un bloc qui, comment dire, est orienté, qui va permettre de connaître les tissus, les cellules, une meilleure connaissance aussi des médicaments, des biotiques, quel est leur métabolisme, quel est leur impact sur l'organisme. Donc là, vous allez faire de la physiologie, la culture cellulaire, de la pharmacologie, de la toxicologie. Ensuite, il y a un bloc qui est vraiment orienté analyse médicale, donc pour comprendre comment, par exemple, on analyse une prise de sang. Donc, il va y avoir la biologie médicale, l'hématologie, la microbiologie et la virologie. Et enfin, donc un bloc qui va davantage être tourné vers la connaissance des maladies donc, liées au dérèglement du système immunitaire, avec l'identification, la production de molécules d'intérêt. Donc, on va y retrouver l'immunologie, la biologie moléculaire et la bioproduction. Alors, chose importante, dans le parcours BNB, pour pouvoir candidater, il faut à tout prix être vacciné. C'est indispensable. Deuxième chose, on fait il y a de l'expérimentation animale, donc il ne faut pas non plus être sensible ou avoir peur de ça, parce que sinon c'est pas possible de valider son semestre si on n'est pas à l'aise avec ça. Voilà. Et à un moment donné, dans ce parcours, en troisième année, on vous proposera, c'est pas du tout obligatoire, de passer votre certificat de préleveur sanguin. Donc ça, c'est possible si vous voulez travailler après en laboratoire d'analyse médicale. Donc là, les stages qui sont visés, c'est essentiellement des stages en laboratoire d'analyse médicale ou laboratoire hospitalier. Ça va être aussi donc, des stages plus de recherche fondamentale et de recherche appliquée. Donc vous voyez que, grosso modo, les terrains de stage peuvent être assez similaires, que ce soit dans un parcours ou dans un autre, puisque ça reste un BUT génie biologique. Hormis, si vous voulez à tout prix travailler en laboratoire d'analyse médicale, là, il faut absolument passer par BNB. Alors, donc sur mes dernières diapos, je vous explique un petit peu les atouts de
notre diplôme, de notre formation. Donc c'est un enseignement, vous avez compris, qui est très professionnalisant, hein, qui a pour but de vous faire rentrer sur le marché du travail, même si, comme je vous le disais au tout début, la majorité de nos étudiants poursuivent. C'est aussi une structure qui finalement n'est pas très grande, puisque le département génie bio, c'est un seul grand bâtiment où vont être réunis entre 260 et 300 étudiants. Ça varie d'une année sur l'autre en fonction du nombre d'étudiants en première, deuxième et troisième année. Les enseignants sont dans le même bâtiment, les bureaux des enseignants sont dans le même bâtiment, donc il y a les salles de cours, les labos et les bureaux des enseignants au même niveau. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est là très présent pour les jeunes. Hein. C'est vrai que si par exemple ils ont besoin d'une réponse à une question pour remplir un compte rendu, bah, ils n'ont qu'à frapper à la porte et on n'est pas là. On est présent pour y répondre. On met en place du tutorat, ça veut dire que chaque étudiant a un enseignant tuteur dès le début de l'année avec des rendez-vous obligatoires et puis des rendez-vous après en fonction des besoins, s'il a besoin de réponses sur sa méthode de travail, sur la recherche d'un stage ou alors on a des questions en lien avec on va dire, son nouveau statut d'étudiant qui peut être parfois compliqué pour certains à vivre. D'autre part, je pense qu'on peut mettre en avant aussi notre service Relations internationales qui est vraiment d'une grande aide pour les étudiants, pour rechercher donc, des stages ou pour faire la demande de semestre à l'étranger. Donc vraiment, elles sont vraiment super. Voilà, donc l'UT de Quimper, c'est un site qui n'est pas très grand, c'est au total 1300 étudiants, donc je vous disais un peu moins de 300 étudiants en GB, mais il faut savoir qu'il y a d'autres départements, Tech de Co, GEA, MLT, donc plus une école d'ingénieurs aussi, les IAB. Donc en tout, c'est 1300 étudiants, mais on a les mêmes services que l'université ici à Brest, c'est-à-dire qu'il y a une résidence Crous, il y a un restaurant universitaire, une bibliothèque universitaire. Il y a des assos, il y a aussi l'accès au sport. Hein. Les étudiants peuvent faire du sport via l'université, ce qui est peu coûteux, et puis il y a plein de choses de proposer. Voilà, donc c'est vraiment un petit campus. Alors, donc, si vous avez envie de venir découvrir notre département, donc on organise des portes ouvertes le 1er mars. Donc vous pourrez rencontrer des étudiants qui vous guideront un petit peu pour faire la visite, avec qui vous pourrez échanger aussi sur comment ça se passe les études chez nous à Quimper. Et puis vous aurez aussi l'occasion de parler avec des enseignants, faire une petite réunion individuelle avec des enseignants, en fonction du parcours SAV ou BLB que vous pourriez visiter. Voilà. Si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions sur le chat non plus. On vous remercie. On voit qu'on a deux parcours très intéressants qui offrent plein de possibilités aux étudiants. Et on va maintenant s'intéresser à l'une des possibilités de poursuite d'études après soit la licence, soit le BUT. Donc on va laisser la parole à Monsieur Jamy qui va nous expliquer un petit peu ce qu'est les IAB et puis les parcours. Voilà. Alors, je change de voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Alex Jamy, je suis enseignant-chercheur à l'ESIAD, où j'enseigne notamment la mycologie et la biologie moléculaire. Et donc, je vais vous parler en quelques diapositives de l'ESIAD, qui est l'école supérieure, l'école d'ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne Atlantique. Et ça sera pour vous une perspective à plus moyen terme, puisqu'on recrute un bac plus 2. Et vous verrez qu'en fait, ce que je vais vous dire, c'est aussi valable d'ailleurs pour d'autres écoles d'ingénieurs. Donc l'ESIAD, c'est une école donc, publique qui est habilitée par la CTI. La CTI, c'est une commission en fait qui habilite les écoles à délivrer le diplôme d'ingénieur. Et donc l'ESIAD est habilité pour la durée maximale de 6 ans.
Comme c'est une école publique, c'est des frais d'inscription qui sont tout à fait similaires à ceux d'inscription dans des autres formations de l'université. L'ESIAP, d'ailleurs, c'est une école interne à l'université, de Bretagne occidentale, avec une délivrance en fait, du grade de master à la fin des études. C'est une école, hein, comme d'autres écoles d'ingénieurs qui ont des liens forts, donc à la fois avec les entreprises, l'industrie, et d'autre part avec la recherche, hein, puisqu'en fait la plupart des enseignants qui sont à l'ESIAM sont également des chercheurs comme moi-même. Un des atouts, en fait, ça va être qu'à la sortie de l'école, en fait, il y a une forte employabilité, c'est-à-dire, vous voyez, 95% des élèves ingénieurs qui sortent ont un poste dans les 6 mois qui suivent l'obtention du diplôme, et souvent avant. Et puis donc une des marques aussi de l'école, et c'est ce dont vous parlera tout à l'heure Margot, c'est l'ouverture à l'international, hein, soit sous la forme de stages, d'échanges à l'échelle de semestre, par exemple. Donc l'ESIAP, c'est une école effectivement d'ingénieurs qui existe depuis déjà plus de 30 ans, hein, et c'est même la première école qui a proposé aussi de l'alternance, de l'apprentissage en agroalimentaire. Alors vous voyez qu'on est sur des structures qui sont, en termes d'effectifs d'étudiants, on a finalement des petites promotions, hein, puisque vous voyez en vert et en orange, j'y reviendrai tout à l'heure, ce sont les 2 formations d'ingénieurs que nous proposons, et on est sur des promotions d'une 50aine d'étudiants chaque année. Donc ça fait, sur les 2 sites de l'école, on est environ 150 étudiants. Au niveau de l'équipe pédagogique, il y a donc des enseignants-chercheurs, donc on est, vous voyez, à peu près 25 étudiants enseignants-chercheurs. Il y a du personnel administratif et technique qui vient appuyer les enseignants. Et on a également beaucoup d'intervenants extérieurs, des gens qui viennent donc de l'entreprise, de l'industrie, qui interviennent pour amener leurs connaissances et leurs compétences. Donc, à l'ESIAP, il y a 2 formations. Il y a une formation ingénieur microbiologie et qualité qui est située à Plouzané, donc très loin d'ici, et une formation d'ingénieur agroalimentaire qui est située à Quimper, tout près de l'unité de Quimper dont on vient de vous parler. La formation ingénieur microbiologie et qualité, elle prépare, en fait, elle forme des gens qui vont être des ingénieurs qualité, donc qui vont manager la politique de qualité au sein des industries, des entreprises, dans le domaine agroalimentaire, mais aussi donc, dans le domaine cosmétique et pharmaceutique, ou également dans les établissements de santé. Elle forme aussi des gens qui vont plus s'orienter vers des métiers de technico-commerciaux, par exemple, avec notamment, j'y reviendrai, des options marketing-vente. Et puis elle forme aussi au métier de la recherche, hein, avec notamment des options recherche. Pour la formation d'ingénieur production, innovation, biotechnologie en agroalimentaire qui est situé à Quimper, eh bien, les ingénieurs qui vont sortir vont être plus orientés donc, vers des métiers de la production, de la R&D, hein, de nouveaux procédés ou de nouveaux produits, et puis également, hein, dans une moindre mesure, également vers la qualité ou vers le marketing-vente. Et ça, plutôt dans des domaines agroalimentaires, mais également, vous voyez, dans les domaines de biotechnologie et de cosmétique. Alors, dans le cadre des 2 formations, on peut y rentrer sous statut étudiant, c'est-à-dire on fait tout le cursus qui dure 3 ans, donc après Bac plus 2, sous statut étudiant, ou alors on peut le faire sous statut apprenti. Donc, pour la formation ingénieur microbiologie qualité, on devient apprenti à partir de la 2e année, et pour la formation donc, quimpéroise production, innovation, biotechnologie et agroalimentaire, on peut effectuer les 3 années sous format d'alternance en tant qu'apprenti. Dans les 2 cas, en fait, on peut également, quand on est étudiant, décider de faire sa 3e année en alternance. Donc, dans tous les cas, bien, quand on est étudiant, en fait, on va faire des stages régulièrement, donc à la fin de l'année académique, généralement pendant la période estivale, à la fin de la 1e, 2e et 3e année. Et quand on est apprenti, on pratique l'alternance hein, tout au long de son parcours en alternance. Alors l'admission, alors ce que je vais vous dire là, c'est valable pour l'ESIAM, mais c'est également valable pour d'autres écoles d'ingénieurs. Hein. Il y a, vous le voyez là sur la partie en bas à gauche,
on recrute donc des élèves qui viennent de classes préparatoires, des classes préparatoires de type BCKST, donc plutôt biologie, ou PC par exemple plutôt physique-chimie. Et on recrute également des étudiants qui viennent des parcours qui viennent de vous être présentés, donc soit de licence, soit de but. Donc, pour les étudiants qui viennent des classes préparatoires, l'admission se fait sous concours. Par exemple, l'ESIAD recrute les étudiants via ce qu'on appelle le concours Polytech, qui est utilisé également par d'autres écoles d'ingénieurs. Et pour tout ce qui est étudiants qui viennent en fait de licence, de but, voire même de BTS, en fait, ça va être sous forme de dossier. Donc, c'est des recrutements sur titre où les candidats donc, déposent un dossier et ensuite suivent donc un entretien de motivation. Donc, au niveau de chacune des formations, en fait, j'aime bien donner l'image en fait d'une trajectoire, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre en école d'ingénieur, il va avoir un tronc commun, donc très orienté microbio et qualité pour plusieurs années, très orienté production et innovation biotech pour Quimper, mais finalement, par le biais des options, des spécialisations qu'on va choisir, par le biais du choix des stages qu'on va faire, ou du choix des entreprises en alternance, par le choix aussi de projets d'études que les étudiants vont mener en équipe au sein d'entreprises, et bien en fait, finalement, chaque étudiant va pouvoir construire sa propre trajectoire. Et donc, pour la formation ingénieur microbio qualité, je vais vous parler d'options. Il y a 5 options qui sont en fait accessibles en 3e année. 3 options qui tournent autour de la qualité, donc qualité en industrie agroalimentaire, qualité dans les établissements de santé ou qualité en cosméto. Une option qui est plutôt orientée marketing et vente, et une option recherche. Donc, dans cette formation, il y a également des doubles diplômes qui sont accessibles. Quand on fait l'option recherche, par exemple, on va pouvoir suivre en même temps des enseignements du master microbiologie fondamentale appliquée de l'Université de Bretagne occidentale ou ceux d'un master international en biotechnologie marine, toujours de l'UBO. Et à partir de la 2e année, donc sur la 2e et 3e année, on peut également suivre en parallèle des enseignements donc, au sein de l'IAE de Brest et avoir le double diplôme à la fin de la 3e année un master de management et administration des entreprises. Donc ça, vous voyez, ça participe en fait à ce que je disais, à construire des trajectoires qui sont assez individualisées. Pour la formation de Quimper, production et innovation biotechnologie, eh bien c'est pareil, on va avoir 2 parcours au choix en 3e année. Un, vous voyez, qui se fait donc en partenariat avec le Master international de biotech marine de l'UBO, et un autre, en fait, qui est plus orienté procédés, produits et procédés en industrie alimentaire, avec au sein de ce parcours 3 options au choix: numérisation de la production, biotechnologie alimentaire et emballage. Donc à nouveau, donc, des spécialisations qui sont possibles au sein de chacun de ces parcours. Au niveau de l'enseignement, eh bien, en fait, il y a une gradation, c'est-à-dire on va aller vers quelque chose qui va être de plus en plus professionnalisant, mais le contenu, en fait, il y a un bon équilibre entre cours magistraux, travaux pratiques et dirigés, et puis des projets en équipe. Et notamment pour la partie pratique, vous voyez, donc que ce soit à Quimper ou à Plouzané, les salles de travaux pratiques sont équipées donc avec des matériels performants pour faire de la biochimie, pour faire des biotech, pour faire de la biologie moléculaire. Les étudiants donc, ont accès à tout ce matériel. De même, et là c'est situé à Quimper, mais les étudiants de Plouzané utilisent aussi ces dispositifs. Eh bien, il y a une halle technologique, là aussi, en fait, pour reproduire ce qu'on va trouver, par exemple, en industrie, pour pouvoir, en fait, souvent sur une échelle assez longue, eh bien, pendant une semaine, par exemple, organiser des travaux pratiques pour travailler eh bien, dans des conditions un peu pilotes. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant Margot Assad poursuivre avec l'orientation internationale. Donc, au cours du cursus à Alésial, on demande à nos étudiants, quel que soit leur parcours d'apprentissage ou un cursus tout à fait étudiant, de réaliser une période à l'international.
qui soit se traduira sous un format académique, c'est-à-dire que à l'IUT de Quimper, on a des universités partenaires où l'étudiant ou l'apprenti va pouvoir passer un semestre académique là-bas. Donc ça va être majoritairement des pays d'Europe et avec plusieurs cursus. Mais on demande aussi à nos étudiants de partir sur plusieurs semaines en entreprise ou en laboratoire en mobilité. Donc la petite carte sur votre gauche. En fait, les étudiants ont libre choix de la destination à partir du moment où le cursus et les missions réalisées sont en adéquation avec le cursus alésial. Donc, on a une diversité de pays, ce qui est assez intéressant. Et ça nous fait un vaste réseau de partenaires aussi, parce que les étudiants entretiennent un listing de stages. Donc, on a toute une base de données de pays et d'offres de stages en interne. La dimension internationale aussi, elle se traduit parce que, avec des partenariats propres à l'ESIAB, on a une dizaine de conventions entre l'ESIAB et d'autres universités qui se traduisent par les semestres académiques, mais aussi par l'accueil d'étudiants internationaux. Donc, il faut savoir que nos étudiants partent à l'international, et on accueille aussi des étudiants internationaux. Et enfin, on profite aussi du service, de l'accord CIU dont l'UBO fait partie. Donc, l'orientation internationale, on est énormément aidé, on le valorise et les étudiants peuvent avoir à disposition des bourses et autres accompagnements. Post-ESIAB, donc sur l'insertion, comme vous le disiez, Monsieur Jani, 95% de nos étudiants ingénieurs sont en poste dans les 6 mois post-stage, c'est-à-dire qu'en stage de 3e année, ils partent en mars. La plupart, suite à leur stage, ont des promesses d'embauche ou sont embauchés par la suite dans d'autres entreprises. On fait notre remise de diplôme en novembre. On a entre 95% et 100% de nos diplômés qui sont en poste. Sur la partie microbiologie et qualité, on va retrouver plusieurs fonctions. Ça va être majoritairement des fonctions dans le développement durable, tout ce qui est QHSE, mais ça va être aussi de la recherche, ça va être aussi de la production, de l'audit. Enfin, c'est très diversifié, et autant dans l'agroalimentaire que dans la cosmétique, dans la recherche-vente ou en recherche, pardon. Et sur la partie agroalimentaire, le taux d'insertion est le même, avec des missions variées en production, en marketing et tout ce qui est achat. Enfin, c'est assez diversifié. Et pour vous traduire ça, que de mieux que vous présenter un mur de logos. Donc, comme je mentionnais, on retrouve des secteurs d'agroalimentaire, de santé, du luxe aussi, de la cosmétique. Et de façon un peu plus originale aussi, on a d'autres secteurs comme l'aéronautique. Et enfin, on a aussi des étudiants qui poursuivent en thèse. Donc, on a des étudiants qui ont fait l'ESIAB, qui sont actuellement en thèse dans le laboratoire associé à l'ESIAB, ou qui poursuivent en thèse dans d'autres laboratoires, comme l'INRAE, l'Institut Pasteur. Et on a également des étudiants qui font une poursuite d'études donc en école d'onologie ou qui reprennent des études en médecine pour devenir médecin ou autre. Donc concrètement, quelques métiers, on vous a mis des exemples, donc ça va être tout ce qui va être responsable de production, contrôleur de gestion industrielle, responsable qualité, responsable marketing produit aussi. Donc on a tout un panel de métiers et d'origine, de recrutement, donc nos étudiants peuvent très bien venir de licence, de BUT, de classes préparatoires. Donc c'est assez diversifié et au final le mélange en l'ESIAB se fait bien avec les travaux pratiques. Et pour conclure, la vie étudiante à l'ESIAB, donc vie étudiante assez importante. On commence en première année avec une journée de cohésion
Cette année, cette journée de cohésion a été sur la thématique de santé, sécurité au travail, santé publique. Donc on regroupe les promotions, les premières années de Plouzané et les premières années de Quimper. Donc l'idée, c'est qu'ils apprennent à se connaître et de travailler autour d'une thématique. En clôture des 3 années à l'ESIAB, évidemment, la cérémonie de remise de diplôme, c'est l'un des gros temps forts de l'école. On a les journées portes ouvertes, dont la journée porte ouverte de Quimper qui est également le 1er mars. Et on est aussi présent sur les salons étudiants ou les salons professionnels. L'ESIAB, c'est aussi une expérience étudiante responsable et pleine d'engagement. On retrouve nos étudiants sur des concours comme Ecotrophilia. Ils sont aussi moteurs et à l'origine de défis environnement avec les bureaux des associations. Donc la vie étudiante, c'est le bureau des élèves, le BDE, que ce soit à Quimper ou à Plouzané. C'est un bureau qui est chargé d'organiser des événements, de mettre de la vie dans l'école et de créer du lien entre les étudiants. On a aussi différentes associations comme la Junior ESIAB, c'est-à-dire que c'est une association étudiante qui se charge de faire des missions auprès des entreprises et d'être ensuite rémunérée. Et puis les différentes associations aussi, on a l'association Voyage où ils se chargent de monter un voyage de A à Z, dont un projet au ski. Et l'école tient aussi particulièrement à sa signature de la charte de lutte contre le harcèlement et les BSS. Donc c'est une école assez engagée. Et pour conclure, voici quelques mots de nos étudiants, de nos ressentis de nos diplômés qui ont été diplômés là en novembre. C'est un nuage de mots. Et ce qui en ressort, c'est que c'est une école à taille humaine. On a une proximité directe avec la recherche, parce que les enseignants sont des enseignants-chercheurs. Ils travaillent régulièrement en mode projet, aussi en TP. Et puis la proximité, la taille humaine, c'est que au rez-de-chaussée, il y a tout le plan des étudiants. Au premier étage, on a tous les bureaux des administratifs. Et au deuxième étage, on va avoir le laboratoire avec tous les enseignants-chercheurs. Donc vraiment une disponibilité en cas de question ou autre. Tout ceci mène à une forte cohésion. Et voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien, donc ce qu'on peut constater, on a des questions sur le chat, non? Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a des parcours qui sont diversifiés, riches, et qu'on soit en licence, qu'on soit en BUT, on peut bifurquer, continuer ses études soit en master, soit en école d'ingénieur. Chacun des parcours offre des ouvertures à l'international. Puisque les semestres, les stages ou les semestres peuvent se faire aussi à l'international. Je pense que c'est très riche que vous ayez insisté là-dessus. Et je pense que pour donner un petit peu une coloration de vécu aux études en biologie, on va convier Margot et Emma qui vont vous apporter leur témoignage sur la manière dont elles vivent, leur projet déjà, les raisons pour lesquelles elles ont choisi des études en biologie, et puis la manière dont elles ont vécu la transition lycée-université aussi. Je vous laisse la place. Non, laissez moi rester ici, sinon je vais le mettre. Allez-y, Emma et Margot. Non, mais c'est bon, je te remercie. Non, c'est bon. Donc, je ne sais pas laquelle de vous deux veut commencer, peut-être Margot. Donc Margot, Margot et moi, nous nous connaissons, c'est pour ça qu'on se permet de se tutoyer. Donc Margot, tu es étudiante en 3e année de licence de biologie. Est-ce que tu peux déjà nous préciser laquelle
deux licences tu es dans, enfin, quelle est la spécialité? Alors du coup, je suis en 3e année de licence de biologie cellulaire, moléculaire, physiologie. Donc c'est parcours BCMP, qui est plus, comme Madame Pichavant l'a dit, sur la cellule, l'organisme. Et du coup voilà, donc comme Madame Pichavant l'a dit, il y a des cours magistraux donc, en amphithéâtre, il y a des TD, donc travaux dirigés, des travaux pratiques. Donc les travaux pratiques, c'est vachement la pratique de la théorie qu'on apprend en cours. Les TD, il y a pas mal aussi d'exposés. Madame Pichavant parlait de contrôle continu tout à l'heure. Il y a pas mal d'exposés aussi à faire sur différents sujets. Des fois, c'est nous qui choisissons le sujet sur la matière qu'on apprend, ou alors c'est le prof qui nous impose sur plusieurs sujets d'exposé et on fait un exposé en groupe dessus. On fait énormément de travaux en groupe, que ce soit en TP ou en TD. Les TP, c'est souvent en binôme. Les exposés, ça peut être de 2, 3, 4 groupes. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, il y a aussi en L1, il y a un tutorat. Donc ça aide pour les étudiants, les lycéens qui viennent d'arriver, pour aider, etc. Donc ça, c'est des tutorats, c'est le soir. On s'inscrit, c'est pas une obligation de venir, c'est gratuit. C'est les étudiants qui font ça pour aider les nouveaux étudiants. Donc souvent, c'est avant les mi-partiels. Il y a même des concours blancs aussi, des partiels blancs avant les partiels aussi pour aider. Donc ça, voilà. Il y a aussi l'association, donc la BEB, l'association des étudiants brestois, dont je fais partie, qui est vachement là pour les lycéens s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Ça apprend aussi à sociabiliser parce qu'arriver en fac, c'est assez compliqué, on en est beaucoup. Mais ça, les travaux pratiques, les TD, etc., ça aide pas mal aussi à sociabiliser. Et l'association, il y a évidemment les fêtes des étudiants, ça, voilà. Il y a l'aide, comme je disais, le tutorat. On fait plein de petites choses aussi qui n'ont pas spécialement à voir avec les fêtes ou quoi que ce soit. Mais par exemple, là, il y a eu la semaine de l'orientation où on aide les étudiants aussi, par exemple avec la présentation des masters, etc., pour qu'ils soient un peu plus aiguillés. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? En tant qu'étudiant aussi, vous avez la bibliothèque universitaire, là. Et du coup, ça, c'est les bibliothèques universitaires. Il y en a 3 à Brest. Il y a la santé, qui est dans la fac de médecine. Il y a celle de sciences, enfin STAPS, qui est ici, juste à côté. Il y a celle de lettres aussi, qui est beaucoup plus grande, qui est très proche de la fac de lettres. C'est la science, qui est très proche de la fac de sciences. Moi, je sais que je vais là-bas pour réviser, parce que j'ai du mal à réviser chez moi. Donc voilà. Et sinon, je pense que ça peut peut-être intéresser surtout les parents. Mais les logements à Brest, c'est assez... moi, je sais que je n'ai pas trop eu de mal à trouver de logement. Mais sinon, si vous êtes boursier aussi, il y a les logements Crous qui sont vraiment proches des universités. On traverse la rue, on est à la fac. Donc voilà. Sinon, au niveau des transports aussi, on reste assez bien desservi. Donc voilà. Je sais pas ce que je peux dire de plus. C'est déjà pas mal, en 5 minutes, là, tu as bien condensé plein d'informations. Je pense qu'on va les reprendre, mais merci. On va laisser la parole à Emma. Emma, donc vous êtes en 3e année. Est-ce que vous avez la même spécialité que Margot? Alors non, moi j'ai pas du tout la même spécialité. Moi, le nom de ma licence, c'est pas une licence de sciences de la vie, moi c'est en sciences de la terre. Et j'ai en fait un parcours pluridisciplinaire en biologie et en géologie. Du coup, moi c'est à partir du second semestre de première année en fait que vous choisissez vos majeurs. Et moi je me suis dirigée vers ce parcours-là. Et en fait, au début, on ne se sent pas en sciences du tout de la Terre, on est plus en sciences de la vie. J'ai notamment des cours au début en commun avec Margot, je pense. Mais au fur et à mesure, par exemple en L2, on est avec plutôt le parcours BOP. En fait, on a des cours en commun, donc c'est exactement pareil qu'on suit. On a juste des matières en moins. Et en fait, on a une pluridisciplinarité avec les sciences de la Terre, avec pas mal de matières. Et on découvre toute cette filière qui est très intéressante. Donc moi, je vous encourage parce que même... Arrivé en master, on peut partir dans tous les masters de sciences de la vie et les masters de sciences de la Terre. Donc en fait, ça ne ferme pas de porte, ça nous ouvre. Et si vous ne savez pas quoi choisir
arriver même en terminale, moi je vous conseille ce parcours qui est vraiment bien. D'accord. Est-ce que toutes les deux, vous aviez une idée de métier ou est-ce que vous avez une idée de métier aujourd'hui, maintenant que vous êtes en 3e année? Alors moi du coup, arrivé en terminale, je pensais vraiment partir en biologie, partir plutôt dans les sciences de l'environnement. Arrivé en 3e année, j'ai quand même bien dégagé le terrain, j'ai à peu près vu ce qui me plaît. Et notamment, j'ai pas dit aussi, mais ça me revient, par rapport aux licences de biologie, on a beaucoup de terrains. En fait, en biogéol, on fait les terrains de bio et les terrains de géol. Donc ça nous permet de savoir si on aime bien le terrain. Et moi, du coup, j'ai vu que j'aimais bien plutôt le terrain. Donc moi, j'aimerais bien me spécialiser dans les sciences du sol, par exemple, qui en fait lie un peu les deux matières, que ce soit l'interaction plante avec l'interaction des milieux de la roche-mère plutôt. Et du coup, ouais, j'ai changé de perspective arrivé à la fac et je dirais que c'est ça en fait. La fac, c'est l'ouverture. Si vous êtes passionné par quelque chose, c'est l'ouverture à plein de matières différentes que vous ne pensiez pas que ça existait. Et du coup, ça vous change un peu votre esprit et il ne faut pas rester sur une idée précise quand on voit aussi qu'il y a d'autres choses qui nous ouvrent. Il faut être curieux. Oui, ça on l'a vu aussi bien après, avec les enseignements que Madame Pichavant a montré qu'on se trouve en licence de biologie. On le trouve aussi avec les BUT où on voit bien qu'on a plein de matières, on découvre plein de matières nouvelles. Donc si je retiens une chose de ce que vous venez de dire, Emma, c'est la curiosité et l'ouverture d'esprit qui sont indispensables pour réussir ses études en biologie. Et vous Margot? Et toi Margot? Alors moi j'ai bifurqué pas mal de fois. Je voulais pas faire sciences au tout début. Au tout début, je voulais faire pilote de chasse, donc rien à voir. Et après, j'ai fait médecine, donc j'ai fait la première année passe. Et au final, j'ai pas eu le concours et du coup, je me suis réorientée en L1 en sciences. Et en fait, j'ai découvert que j'aimais les sciences et que médecine, je voulais plus. Et en médecine, je voulais faire neurochirurgienne. Et là, j'ai le projet de candidater pour les masters de neurosciences et après devenir enseignante chercheuse dans les maladies neurologiques. Et voilà. Donc en fait, le truc, c'est que si vous avez une idée, dans les études supérieures, c'est pas grave si vous changez d'avis ou si vous vous réorientez, c'est pas grave. Si tant que vous trouvez un truc qui vous plaise, ça c'est le principal en fait. Donc c'est rassurant parce que souvent on a le sentiment, enfin je parle peut-être au nom des parents aussi, on a le sentiment que à partir de la terminale il faut se décider une bonne fois pour toutes et puis que c'est ça et pas autre chose. Et en fait on s'aperçoit à travers vos témoignages, à travers aussi ce qui nous a été présenté à travers nos 4 intervenants, on s'aperçoit que on peut construire un parcours tout au long de ses études universitaires, que c'est vraiment de la construction semestre par semestre, année par année, et que rien n'est figé, et que plein de portes s'ouvrent en fait. Donc c'est plutôt rassurant, je pense, je m'adresse notamment aux parents. Tout n'est pas figé à la sortie de la terminale. D'accord. Et comment vous avez géré la transition lycée-université? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé difficile de passer des méthodes de travail du lycée aux méthodes de travail? Alors là, on parle plus de la licence, mais en BUT, Madame Le Guen pourra peut-être nous en dire un mot aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé difficile ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu facilement? Et qu'est-ce qui a pu vous aider par rapport à ça? Moi, c'est assez atypique vu que j'ai fait médecine, donc j'ai pu se laisser Emma peut-être en parler vu que c'est un peu différent. Donc voilà. Alors du coup, changement, c'est vrai que c'est un changement de perspective, c'est-à-dire on ne va pas vous guider dans votre méthode de travail, ça va être un peu à vous de choisir. Moi, ce qui m'a le plus, je me souviens, c'est la proximité avec les profs qu'on perd un peu. Surtout en étant en biologie, on est à peu près de 300 à 400 en première année. Donc on perd un peu les profs, ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ont juste un amas de personnes devant eux. Donc c'est plus ça qui était, moi je trouve... Au magistral, vous voulez Oui, dire. exactement.
Même en TD, souvent en première année, on est vraiment beaucoup. Donc on n'a pas trop cette proximité, j'aurais dit. Mais après, plus les années passent, plus ça... Enfin, ça dépend après quelle filière vous prenez, mais on a une certaine proximité après. Et après, dans la méthode de travail, c'est ça, c'est une autonomie en fait. Et plus, si vous aimez ce que vous faites, vous allez aimer aussi travailler, c'est un peu ça. Comme disait Marco, vous avez des espaces qui sont dédiés au travail, que vous allez découvrir en fait de travailler en dehors qu'un bureau chez vous. Vous pouvez travailler à la bibliothèque, il y a des salles aussi très bien. Et c'est plus ça. Après aussi, ça peut être aussi l'éloignement de la famille aussi. Quand on a l'habitude de, par exemple, rentrer tous les soirs, c'est différent. C'est vraiment une ouverture à la vie un peu adulte, même si on ne se sent pas trop adulte. Mais c'est ça, on découvre une autre... c'est, je trouve, la transition la plus compliquée de ce que j'ai à peu près vécu. Mais là, arrivé en troisième année, on trouve que c'est mieux qu'avant. Vous allez voir, c'est bien, mais c'est différent. Mais après, je ne veux pas non plus vous faire peur. On a coutume de dire que au lycée, on n'a pas forcément besoin de poser des questions, les profs anticipent sur les questions, et qu'à l'université, il faut être capable de poser des questions, mais que les profs sont disponibles si on pose des questions. Je pose la question aussi à Madame Pichavant et à Madame Le Gouen. Est-ce que cette démarche est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez découvert, Emma ou Margot, c'est-à-dire cette capacité qu'on attend de l'étudiant d'être en capacité de poser des questions? Oui, c'est vraiment ça, c'est de la curiosité. Enfin, par exemple, moi, au lycée, j'étais plutôt une élève timide qui ne posait pas du tout de questions. Arrivée maintenant en troisième année, même, je suis vraiment celle qui pose des questions. Enfin, faut que je cherche et tout. Et du coup, on a une remise en question. Pourquoi on ne faisait pas ça au lycée? Mais en fait, c'est les études supérieures qui nous amènent à être toujours curieux. En fait, c'est ça, c'est la curiosité. Il ne faut pas hésiter si vous avez quelque chose. Il ne faut pas aller penser, bon, je vais revoir ça après. Non, non. Vous avez la possibilité d'avoir un prof en face de vous, donc il faut profiter. Et le prof, il aime bien qu'il y a des questions, ça montre qu'on a de l'intérêt dans cette matière. Donc c'est ça, toujours curiosité et pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Excusez-moi. Moi, je voudrais juste intervenir et rebondir sur ce que tu disais, Emma. En fait, je pense que de mon point de vue d'enseignant et d'enseignant-chercheur, je pense que la grande différence, c'est que les enseignants sont disponibles à condition que l'étudiant fasse la démarche. En fait, et c'est la grande différence là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pronotes, les parents ne peuvent pas surveiller si l'étudiant est venu, mais que ce soit, en tout cas je parle pour les sciences, mais je sais que c'est la présence est vérifiée en fait en travaux pratiques et pour certaines disciplines en travaux dirigés. Donc en fait on vérifie les présences, une absence elle doit être justifiée, etc. Donc il y a un vrai suivi en fait des étudiants, les étudiants s'en rendent peut-être pas compte tout le temps, mais il y a un vrai suivi des étudiants. Les présidents de jury, en fait, font des permanences, et on est là de biologie, il y a des permanences qui sont faites, donc les présidents de jury sont présents tous les, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ils sont là. Donc les étudiants sont au courant qu'il y a des permanences, donc ils peuvent venir, parce que la permanence, elle revient très régulièrement toute l'année, donc ils peuvent venir et discuter avec leur président de jury, et les enseignants répondent, en fait, avec rendez-vous, si on est sollicité pour des rendez-vous, les personnes répondent. Mais la grande différence, c'est qu'on va considérer que l'étudiant, en fait, qu'il est majeur, qu'il est responsable de lui-même et de ce qu'il fait. Et donc la démarche, en fait, c'est à lui de la faire. Et s'il fait la démarche, c'est vrai qu'il a accès évidemment aux enseignants, il a accès à tous les services que propose l'université, qu'à pas venir en étant. Pour des questions sur son orientation, on a aussi accès à des personnels qui vont pouvoir vous aider, on a des psychologues qui peuvent vous soutenir. Enfin, il y a vraiment tout un tissu, tout un réseau qui se met en place, mais c'est vrai qu'il faut le solliciter. Les présidents de jury, enfin, c'est surtout eux qui vont piloter. Nous, quand on a si on décèle des difficultés, on fait remonter sur les présidents de jury qui vont contacter, parfois ça arrive aussi les étudiants, qui peuvent les orienter ensuite vers les services. En tout cas que ces services-là pourront leur apporter l'aide dont ils ont besoin. Mais ça doit être une démarche proactive, en fait. Et je pense que la différence, elle est là. Donc c'est vrai que la difficulté, effectivement, c'est si on peut utiliser tous ces services-là, on peut ne pas les utiliser, ou mettre un peu de temps parfois aussi à se mettre en place, et c'est la difficulté qui est là. Mais les travaux pratiques,
C'est vrai qu'on est beaucoup en amphi, hein, c'est en biologie, en L1, hein, c'est 300 et quelques personnes sur un portail qui est commun en plus à d'autres disciplines. Mais les travaux dirigés, c'est max 40. On n'a pas le droit d'avoir plus de 40 étudiants. Alors, sinon, il y a plus d'enseignants en fait hein, qui sont présents. C'est comme les travaux pratiques, on met parfois des 40 étudiants dans les salles. Mais en fait, on a 2 enseignants derrière. Sinon, c'est un enseignant, 20 étudiants, ça c'est la règle que l'on doit respecter en fait. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a une proximité qui peut se mettre en place. Alors qu'évidemment, plus après, il y a des options L2, L3, donc les groupes deviennent plus petits, donc c'est sûr que la proximité, elle se fait encore plus, mais elle peut exister dès la première. Mais il faut que l'étudiant, en fait, Madame Le Guen, vous souhaitiez compléter? Oui, du coup, c'est l'occasion pour moi de compléter. C'est vrai que en BUT, c'est un peu différent puisque comme la structure est plus petite, bien forcément on connaît tous nos étudiants et on est vraiment dans la continuité du lycée en termes de fonctionnement. Donc c'est vrai que alors moi je pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit que la fac ou le BUT soit mieux. Enfin, c'est pas là pour comparer. Je pense que tout dépend de l'élève, enfin du futur étudiant. Si le futur étudiant sent qu'il a besoin d'être un peu pris par la main, parce que clairement, nous, en première année, on prend nos étudiants un peu par la main, et encore un petit peu en deuxième année, et puis on se rend compte très vite que sur le deuxième semestre de deuxième année, ça y est, ils prennent leur autonomie, mais en tout cas, pendant un an et demi, on les accompagne vraiment, vraiment, quoi. On vérifie leur travail, on vérifie les comptes rendus, voilà, donc c'est vrai que tout dépend de ce que le futur étudiant a besoin ou ce qu'il recherche. Nous, on est vraiment encore dans la continuité du lycée. Mais parce que la structure est aussi plus petite, hein, les séances de TP, ça se fait à 12, 13 étudiants, donc forcément, on les connaît au bout d'un moment. Donc, en tant que futur étudiant, la question à se poser, c'est de se connaître ses méthodes de travail, la manière dont on a envie d'être encadré, dont on a envie d'être accompagné. Mais c'est de bien se connaître et puis de connaître aussi, de savoir un petit peu s'appuyer sur les conseils aussi qui sont donnés par les enseignants de terminale, peut-être, sur les méthodologies de travail. Ouais. Alors moi, juste, je suis pas accompagnée d'étudiants parce que pour eux c'était un peu compliqué de venir à cette heure-ci de Quimper, mais si vous avez envie de voir un petit peu comment ça fonctionne et avoir des témoignages de vive voix de nos étudiants, vous pouvez aller sur le site de l'IUT de Quimper et on a réalisé un petit vlog avec un groupe d'étudiants, donc ils font visiter les locaux, ils témoignent, ils interrogent des profs, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, ça compensera le fait qu'elle n'est pas venue toute seule. Margot, tu voulais rajouter quelque chose sur la manière dont tu organises ton travail? Pour la proximité, enfin les questions avec les profs, moi je sais qu'en amphi, j'en ai jamais, parce que, je sais pas, ma tête, j'ai pas de questions. C'est quand je les travaille moi chez moi, je les ai et du coup je les pose par mail au professeur ou alors j'ai trouvé de moi-même, mais souvent je pose par mail la question au professeur. Donc s'il a le temps, le professeur me répond, il n'y a pas de souci. Et si je vois que, imaginons, il n'a pas vu mon mail ou il n'a pas eu le temps de lui répondre, voilà, parce qu'ils sont quand même chercheurs pour la plupart, voire tous en fait, à la fac de sciences, je vais au prochain cours le voir directement en face et là je vais lui poser la question. Parce que je sais qu'il y a des étudiants qui n'aiment pas poser des questions dans tout l'amphi. Et souvent, les profs aussi vont dire à l'étudiant retourne dans l'amphi, je vais faire la question pour tout le monde. Ou alors, ils répondent directement par mail avec toute la promo en copie, quoi. Donc, si vous n'avez pas de questions directement, n'hésitez pas à poser la question par mail à l'enseignant ou, comme j'ai dit, au prochain cours. Donc ça, n'hésitez pas, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je veux rajouter. Oui, ça va dans le sens de ce que disaient Madame Pichavant et Madame Le Guen, et sans doute Monsieur Jean-Ny aussi, dans la démarche de travail des élèves ingénieurs, cette capacité d'autonomie, de se prendre en charge pour poser des questions, c'est aussi des compétences qu'on attend chez les élèves ingénieurs, j'imagine. Oui, bien sûr.
D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de rajouter, des conseils que vous donneriez aux futurs étudiants, que vous auriez aimé qu'on vous donne? Moi, on me les a donnés, mais c'est pas. En étant honnête, c'est pas pour autant que je les ai faits. Mais je sais que par exemple, aller tout le temps en amphi. Tout le temps en amphi, je sais que ça, c'est très tentant en fac. Parce que, comme disait Madame Pichavant, en amphithéâtre, il y a en TP et en TD, il y a l'appel, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, il y en a qui font l'appel, c'est obligatoire. Mais TD et TP, c'est obligatoire, il y a un appel, on doit y aller. Sauf qu'en amphithéâtre, le professeur, il ne va pas compter 300 personnes pour savoir si tout le monde est là. Donc ça, c'est vraiment c'est ça qui est compliqué en fac, c'est que, comme on disait tout à l'heure, on est vachement autonome. Donc soit la fac, c'est soit on est autonome et on vient en cours, etc., il n'y a pas de souci, ou soit on fait l'erreur de ne pas aller en amphi. Moi, je sais que là, je sais que j'ai regretté de ne pas être allée en amphi, donc, parce que c'est pas pareil d'avoir les cours écrits et avoir le cours écrit par l'enseignant qui explique de vive voix sur par exemple des schémas ou des choses comme ça que tout seul, on peut mettre 2 heures à comprendre alors qu'en amphi, on aurait mis 10 minutes avec le professeur. Donc voilà, moi c'est le conseil que je donnerais, c'est en amphi. Et dormez la nuit aussi, dans la vie. Ça c'est important. Ça c'est important. Et voilà. Je sais pas si tu veux. Si. Moi j'ai juste un truc à rajouter, aller en cours, ça je trouve aussi c'est nécessaire. Et aussi, là, j'applique que ça depuis ma 3e année, mais c'est juste de relire ses cours avant d'aller en cours le lendemain. Après, là, je le fais juste parce qu'on a quand même un peu moins cours par rapport aux premières années, où on a beaucoup de cours, surtout en 2GL, on a vraiment beaucoup dans la semaine, donc c'est impossible de relire 8 heures de cours pour le lendemain. Mais sinon, ouais, juste relire ses cours un peu pour savoir de quoi on va parler. Et ça, souvent, il y a des professeurs qui nous l'ont toujours dit. Mais c'est vrai que ça remet un peu, c'est la moitié du travail. Quand vous relisez votre cours, après, vous allez moins en avoir besoin. C'est la moitié du travail qui est fait de révision et vous serez bien content au partiel d'avoir relu petit à petit vos cours, même en surlignant un peu, parce qu'on aime bien les couleurs, mais voilà, j'aurais dit ça comme astuce. Est-ce que tout à l'heure, vous nous avez parlé des possibilités de faire du sport. Est-ce que vous arrivez, on sent que vous travaillez beaucoup toutes les deux, est-ce que vous arrivez à avoir une vie d'étudiante à côté? Alors moi, oui. Déjà, moi, en L1 et L2, j'avais un travail étudiant à côté, donc je travaillais à McDo les week-ends, donc je faisais des grosses horaires, donc je dormais pas beaucoup. C'est pour ça que je dis qu'il faut dormir la nuit. Donc là, cette année, ce semestre-là, j'ai décidé d'arrêter de démissionner pour justement me concentrer parce que c'est ce semestre-là qui est très important aussi pour les masters. Tout est important, mais c'est surtout celui-là. Et du coup, je travaillais avec Valérie aussi les mercredis. Je voyais quand même, moi, ne pas voir ma famille pendant un certain temps, moi, ça ne me dérange pas. Parce que j'ai souvent été comme ça. Donc ça, je sais que moi, ça ne me dérangeait pas. Si je les voyais 2 fois tout le mois, ça ne me dérangeait pas. Et de mes amis, je les voyais aussi, ça, il n'y a pas de souci. Les jeudis étudiants, faites attention. C'est tentant. Mais quand on a cours le vendredi matin, vaut mieux pas y aller. C'est un conseil, puisque moi, je sais que les jeudis étudiants, j'ai jamais trop fait. Mais j'en ai vu beaucoup qui dormaient en TP ou qui faisaient n'importe quoi. Et ça, souvent, vu qu'on est en binôme, tout seul, bon, voilà. Mais en binôme, il y en a un souvent qui n'est pas sorti, ou alors ils sont sortis à 2, et là, c'est. Voilà. Mais quand il y en a un qui est sorti et un qui fait tout le travail, c'est pas correct pour celui qui travaille. Donc, je vous conseille quand il n'y a pas cours le lendemain ou des choses comme ça. Et sinon, moi, j'ai pu avoir des travails à côté. Ça, c'est un peu qui tout double parce que faut réussir à gérer. Moi, en étant honnête, j'ai eu du mal à gérer ça. Il y en a qui y arrivent très très bien. Donc voilà. Et voilà. Alors pour ma part, moi j'ai pas travaillé pendant mes études. Par contre, j'ai fait du tutorat. Moi j'étais tutrice avec du coup la fac. Du coup c'est l'Accessible qui s'occupe. Maintenant c'est une association à côté de l'Accessible. Et du coup j'ai pu faire tutrice de planétaire notamment pendant un semestre. Donc c'est vachement enrichissant et de partager nos connaissances, même si vous voulez par exemple faire des masters MEF ou dans l'enseignement.
je vous conseille parce que je pense que ça met vraiment un truc en plus sur vos CV. Et à côté de ça, je fais pas mal de sport aussi. Je vais au SUAPS, il y a une salle de musculation qui est vraiment pas mal, qui est ouverte sur des horaires le midi ou le soir, et vous pouvez aller en totale autonomie. Et après, j'ai voulu aussi un peu, pour ma part, juste sortir un peu du cadre de la fac et rencontrer même d'autres personnes que les facs de sciences, parce que du coup, on est beaucoup ici en droit, en sciences, et du coup, je suis aussi au club de triathlon de Brest. Ça m'a permis de découvrir aussi pas mal de personnes qui sont un peu plus loin en médecine ou en kiné. Du coup, c'est pas mal. Même des professeurs qui sont en fait à la fac et qui font aussi au club. Donc, c'est vraiment pas mal. Moi, je suis pas trop non plus sortie les jeudis étudiants. C'est pas trop mon truc, mais après, c'est aussi pas mal. Surtout quand les assos organisent des soirées, c'est un peu plus encadré. Et du coup, c'est vraiment pas mal. Vous savez, vous êtes avec l'asso quelque part et c'est pas grave. Vraiment sympa. Je vous invite à poser vos questions si vous avez des questions à poser aux enseignants ou à nos deux étudiantes. Oui. C'est par rapport au handicap, oui. Par rapport à tout ce qui est, ça fait un peu peur, tout ce qui est cours en amphithéâtre, oui. La prise de notes. Oui. Alors, des polycopiés, comment ça peut être adapté? Alors, il y a une cellule, enfin quand je dis une cellule, il y a un service spécialisé au sein de l'université pour tous les étudiants à profil spécifique, que ce soit les personnes avec une reconnaissance de handicap, mais que ce soit aussi les sportifs de haut niveau ou que ce soit les artistes de haut niveau. Il y a des parcours personnalisés et adaptés qui leur sont proposés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étudiant qui est en situation de handicap, par exemple, il va pouvoir être reçu par la cellule en diversité et la cellule en diversité va voir qu'est-ce qui peut être fait en fonction du handicap de la personne pour pouvoir lui apporter l'accompagnement qui lui convienne. C'est-à-dire il y a vraiment une prise en charge individuelle du handicap pour que la personne elle puisse suivre les cours en fonction de ces problématiques. Donc, il faut, dès l'inscription, en fait, il faut se signaler à la scolarité et l'étudiant sera mis en relation avec la cellule en diversité qui va travailler avec lui sur l'adaptation, en fait, mais il y a une prise en charge spécifique. Des professeurs, est-ce que vous laissez travailler bloqué ou voilà, c'est une prise de notes forcément? Oui, juste un si tu veux, mais je parle si on parle de la prise de notes, en fait, par exemple, pour un étudiant qui, alors ça passe par la cellule handicap, mais ensuite après, il va y avoir d'autres étudiants ou un autre étudiant qui va être, entre guillemets, désigné, qui va se porter volontaire pour faire preneur de notes, en fait, et qui sera rémunéré pour cette partie-là, rémunéré par, alors je ne sais pas qui c'est qui le rémunère, si c'est la cellule handicap, oui. En fait, il sera rémunéré pour, et il fera la prise de notes pour aider, en fait, l'étudiant, Mais bon, il faut que ce soit reconnu, que ce soit validé. Tout à fait. Voilà. Mais une fois que c'est fait, en fait, ça existe. Et on a des preneurs de notes qui prennent du coup les notes pour les étudiants qui ont besoin. Tout à fait. Tu voulais rajouter quelque chose? C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, voilà. Oui. Oui, il y a quelque chose que je suis pas sûre d'avoir compris. C'était sur la licence en bio. Vous avez aussi parlé de l'AS. L'AS, c'est vous avez dit qu'on pouvait s'intégrer, mais c'est pas une figure. Là, c'est en gros, on fait de la licence de biologie et en même temps, en fait, tu as une option médecine en fait, qui te permet en fait, de participer, de candidater au concours de médecine. Mais c'est des places dédiées. Je ne sais plus combien il y a. En fait, quand on rentre, mais ça c'est vrai pour quasiment toutes les licences, parce qu'en fait, là, ça veut dire licence accès santé. Ça veut dire qu'en fait, on suit une licence, alors ça peut être une licence de biologie, il y a plein de licences qui sont ouvertes en licence accès santé. Donc l'étudiant est inscrit, alors si je prends le cas pour le département bio, en licence de biologie, mention sciences de la vie, parcours, et en même temps, en fait, il s'inscrit en LAS. Donc il y a la licence, et puis il va... à côté, enfin, plus de cette licence, suivre en tout cas une UE qu'il va devoir valider en fait pour pouvoir prétendre ensuite à rentrer en médecine. Et alors le concours prend différents aspects, ça évolue en fonction
Mais après, ça va être aussi sur dossier. Enfin, il faut valider mieux, il y a des entretiens. Enfin, après, puis le concours évolue tous les ans. Donc, en fait, là, je ne vais pas dire des bêtises. En tout cas, on a des licences accès santé. Donc, c'est basé. C'est-à-dire qu'à la fin, on finit avec une licence de biologie ou une année de biologie, 2 ou 3. Et puis, on peut en même temps préparer le concours de médecine. Mais pour pouvoir rentrer, il va falloir valider l'année de licence dans laquelle on est. Okay, par exemple, il y a du LAS 1, du LAS 2 ou du LAS 3 en fonction des licences. On présente, entre guillemets, le concours qui n'en est, ça peut être plus court en LAS 2, par exemple. Pour pouvoir accéder, il faut valider la partie spécifique santé et en même temps, il faut valider sa deuxième année. Idem, par exemple, en LAS 3. Et ça, c'est valable pour beaucoup de nombreuses licences. En droit, ils ont des places LAS. Oui, on a des places LAS, mais en chimie, il y a des places LAS, etc. etc. C'est un accès un peu pareil. Il y a le pass, on va aller direct au concours, puis à côté, il y a le pass. Et après pass, si on n'a pas arrêté sur le concours, on peut réintégrer une licence X, Y ou Z, c'est-à-dire qu'on était en pass. On passe au concours, admettons, si on l'a, évidemment, on poursuit. Si on ne l'a pas, on a pris une mineure pendant son pass, qui peut être une mineure de bio, une mineure de chimie, de physique, une mineure de droit, etc. Et on rejoindra une licence de droit, de bio, de chimie, en fonction de la mineure qu'on aura validée. Et on peut, si on le souhaite, s'inscrire en LAS pour tenter sa deuxième chance. Et peut-être soit 2 chances LAS, soit une chance LAS. Parce qu'on a fait... Si vous êtes intéressé, on a eu une conférence InstaFac sur les études en PASS et en LAS qui est disponible sur le site de Cap Avenir en replay. Où tout ce que vient de vous dire Madame Pichavant est expliqué, mais pendant 1h30. Donc là, vous avez vraiment tout le détail de l'organisation en PASS et en LAS. Oui. 2 petites questions. La première, donc, concernant la licence, vous avez parlé de stage. Est-ce que vous pouvez nous dire en quel semestre a eu les stages et la durée du coup de ces stages-là? Et l'autre question, c'est l'ouverture à l'international, justement, au niveau des licences. Est-ce qu'il y a des possibilités? Alors, pour le stage, en fait, en licence, donc ça reste une licence, une licence généraliste, c'est une licence de connaissance, elle n'est pas professionnalisante comme peut l'être le but. Donc, il y a évidemment beaucoup moins de stages. On a une expérience professionnelle qui est obligatoire. On souhaite évidemment être au plus proche et qui va être de 72 heures officielles à mettre. Alors, en L2 ou en L3, parce qu'on à la faire par anticipation, on la validera maintenant en L3, mais ils peuvent le faire par anticipation. Et donc, ça peut être un qui peut être plus long, le stage peut être plus long, mais on a celle qui est obligatoire. Et puis, à côté de ça, il y a tous les stages volontaires. Où là aussi, on génère des conventions de stage pour des stages volontaires que l'étudiant va faire en laboratoire ou autre, en fonction de son cursus. Et le seul obligatoire, en fait, c'est cette expérience professionnelle de 72 heures minimum obligatoire sur la licence. Pour l'international, on a comme toutes les structures aujourd'hui une grande ouverture à l'international. On fait partie de plein de programmes Erasmus, et des programmes aussi BCI. Donc, alors, on a donc des liens, des conventions avec des pays européens et via l'Alliance EU en particulier. Donc, on a avec l'Espagne, on a avec la Pologne, on a avec la Norvège, on a avec Malte. Par exemple, j'en cite là que 4, mais on a bien plus, aussi l'Allemagne, etc. Et on a plein d'autres pays, et puis on a aussi l'Amérique du Nord, le Canada, le Québec, via les parcours ici. Et les étudiants peuvent partir, alors souvent ils partent pour une année entière, plutôt qu'un semestre, mais c'est plus par choix. Et ils partent souvent donc, en L3 ou en L2, souvent en L3, on a de nombreux étudiants, on a plusieurs dizaines d'étudiants qui partent tous les ans en fait, sur le L3. Donc comme à chaque fois, ça se voit aussi, s'il y a un suivi, puisqu'on a au département donc, une personne qui s'occupe des relations internationales. L'étudiant, en fait, c'est un vrai projet, mais en place avec l'étudiant et les responsables de formation. L'étudiant, voilà, quel parcours PCMP par exemple, donc il va aller regarder dans les universités avec lesquelles on a des partenariats, quelle université l'intéresse, quel cursus au sein de l'université l'intéresse, et il va valider avec le responsable pédagogique, donc il passe en L3, de L3 PCMP de Brest,
le cursus qu'il va suivre à Bergen. Là, j'ai une étudiante actuellement qui fait ça, et demain, je la vois. On a validé son cursus pédagogique à Bergen pour la Norvège, ce qui fait qu'à la fin, quand elle va partir l'année prochaine en L3, cette étudiante, j'espère, si tout se passe bien, si Bergen l'accepte en Norvège, elle va partir en L3, cette étudiante, et elle va valider en fait sa licence chez nous. C'est-à-dire qu'à la fin, elle est toujours inscrite à Brest, elle sera toujours inscrite l'année prochaine, et elle va valider sa licence. Alors là, elle est en BCMP pluridisciplinaire, l'étudiant dont je parle. Elle va valider sa licence BCMP pluridisciplinaire avec un an, en l'occurrence, ainsi que un an en Norvège. Et on va échanger toute l'année, puisque à la fin, c'est le jury de l'ICI qui va valider. Donc ils sont encadrés aussi quand ils partent, c'est pas des départs, ils partent pas comme ça pour faire sur une année. En fait, on valide les cursus pour qu'on ait des équivalences entre guillemets entre la Norvège et la France, mais c'est valable pour tous les cursus. Et il y a un suivi aussi en cours d'année entre les responsables de formation et les étudiants qui sont partis, et avec les personnes qui s'occupent des relations internationales dans les différents départements. Là, c'est là aussi, il y a plein de possibilités en fait sur plein de pays. Les stages peuvent se faire à l'étranger aussi. C'est vrai que nous, en sciences, les stages vont vraiment venir, c'est plus à partir du master. On va avoir plus de stages. C'est là où on va rentrer dans le sujet sur les stages qui peuvent se faire à l'étranger. Il y a des conventions avec l'étranger sur les stages. Il y a vraiment plein de possibilités. Peut-être y a-t-il d'autres questions? Eh bien, il me reste à vous remercier. Je vais juste vous apporter une petite précision. Vous pouvez aller sur... Merci. Vous pouvez aller sur le site de Cap Avenir, donc le service d'orientation dont je vous parlais. Et sur le site de Cap Avenir, vous avez une rubrique lycéen dans laquelle vous trouvez des informations. Alors, je ne sais pas si on a des élèves de première ici. Non. Donc, les immersions ne vont pas vous concerner. Vous pouvez retrouver, donc c'est sur ce site que vous pouvez trouver les conférences Instafac, la conférence dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ici que vous allez pouvoir la retrouver. Et celle d'aujourd'hui avec donc du coup les présentations aussi, elle se trouvera d'ici une semaine sur le site. Vous avez aussi en complément de ce qui vient d'être dit, des fiches licence qui vous sont proposées avec les débouchés notamment en termes de métier. Voilà. Et puis, quelque chose qui plaît beaucoup aux parents, on a une rubrique enquête, c'est-à-dire que Madame Pichavant, je crois, vous en avez parlé aussi. Non. Non. Madame Pichavant en a parlé tout à l'heure. En fait, l'université a l'obligation de faire des enquêtes pour savoir ce que deviennent les étudiants qui ont fait des cursus à l'université. Et donc, ces enquêtes, vous les retrouvez là sur le site de Cap Avenir. Et vous avez, par exemple, vous pouvez trouver les lieux de stage, les types de postes sur lesquels travaillent les personnes, les étudiants qui sont aujourd'hui en emploi. Vous pouvez trouver également les masters ou les écoles d'ingénieurs vers lesquelles ils se sont dirigés. Donc tout ça, vous pouvez le trouver ici sur le site de Cap Avenir. Donc voilà, je voulais vous apporter ces petites précisions en complément de tout ce qui est très complet, ce qui vous a été dit ce soir. Et n'hésitez pas à contacter Cap Avenir si vous trouvez notre contact sur le site. Si vous avez des questions complémentaires à cet Instapack, nous relayerons vos questions. Voilà, il me reste à vous remercier et puis à vous souhaiter bonne chance dans votre orientation.